Bienvenue sur Média TV Afrique, je vous souhaite un agréable réveil. Ensemble, nous allons passer à peu près 3 heures, le temps d'un tour d'horizon de l'actualité de ce vendredi 2 octobre 2020. À la une, le Maroc restera, comme il a toujours été, aux côtés du gouvernement et du peuple de la République centrafricaine. Ce sont là les mots de Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie marocaine s'est exprimé ce jeudi lors de la 2e réunion ministérielle dédiée à la Centrafrique, à 3 mois des élections présidentielles et législatives dans le pays. Après sa proche collaboratrice Hope Hicks, Donald Trump et son épouse Melania viennent d'être testés positifs au Covid-19. Le président américain l'a lui-même annoncé cette nuit en rajoutant qu'ils sont en quarantaine et entament immédiatement le processus de rétablissement. En tournée en Afrique du Nord, le ministre américain de la Défense était ce jeudi à Alger. Mark Esper s'est ensuite rendu en Tunisie où il a signé un accord de coopération militaire. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Bonjour à tous. L'appui du Maroc à la République centrafricaine ne s'est jamais démenti, même au plus fort de la crise dans ce pays. C'est du moins ce qu'a affirmé hier jeudi le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il s'est exprimé lors de la 2e réunion ministérielle dédiée à la Centrafrique, en marge de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nasser Bourita a rappelé le soutien du Maroc aux côtés du gouvernement et du peuple de la République centrafricaine dans sa quête de stabilité et de prospérité durable lors de cette rencontre de haut niveau qui s'est tenue 3 mois avant l'organisation des élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Sur ce sujet, je vous propose de suivre à présent dans cet extrait le chef de la diplomatie marocaine. La pandémie de la Covid-19 n'a pas empêché la RCA d'honorer ses engagements pour la préparation d'élections inclusives, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques dans le respect des délais constitutionnels. Le soutien crucial apporté aux autorités nationales par l'ONU et les partenaires du pays doit se maintenir et se poursuivre dans la perspective des élections locales prévues en 2021. La configuration continuera à informer, mobiliser et plaider en faveur d'un soutien aux fonds prévus pour les élections et gérés par le PNUD. Elle continuera également à mobiliser et plaider pour les autres aspects importants du processus électoral à venir, notamment la nécessité d'assurer une sécurité optimale afin de permettre aux Centrafricaines et Centrafricains en âge de voter de s'acquitter de leurs devoirs dans les meilleures conditions. Il faudra en outre continuer à mobiliser les bailleurs de fonds, les partenaires de la RCA ainsi que les pays voisins afin de garantir le vote des personnes déplacées et des réfugiés qui constituent une part non négligeable des votants. La réussite des prochaines échéances électorales est un véritable défi et de par ses dimensions politiques, sécuritaires, financières et sanitaires. C'est pourquoi toute la communauté internationale ainsi que les bailleurs de fonds sont plus que jamais appelés à se mobiliser pour financer les 9 millions de dollars qui manquent toujours et ainsi permettre ensemble la tenue des élections dans un environnement apaisé. On poursuit ce journal et on parle à présent du dernier bilan de la pandémie de Covid-19 au Maroc. Un bilan qui mentionne 2391 nouvelles contaminations, 1421 guérisons et 35 nouveaux décès. Le nombre total des cas confirmés dans le royaume est désormais de 126 044. Le total des guérisons s'élève à 104 136 et les décès sont passés à 2229. Et à Casablanca, la situation sanitaire ne cesse de s'aggraver. La capitale économique est toujours en tête de liste des nouvelles contaminations, avec plus de la moitié des 2391 cas recensés à travers tout le royaume ces dernières 24 heures. Alors face à ces chiffres qui ne baissent pas, le gouvernement vient de proroger pour une 2e période de 14 jours les mesures décidées dans la préfecture de Casablanca. Durant donc cette période,
les mesures prises auparavant seront maintenues, sauf pour les établissements et instituts d'enseignement qui ouvriront leurs portes à partir du lundi 5 octobre prochain pour une reprise en présentiel pour les apprenants dont les tuteurs ont opté pour ce mode. Toujours au Maroc, les épreuves de l'examen unifié régional pour la première année du baccalauréat ont débuté hier. Et pour garantir la sécurité de tous, le ministère de l'Éducation nationale a pris une batterie de mesures préventives dans les établissements concernés. Le modèle provient d'un établissement de Sidi Bernossi dans la ville de Casablanca. Et nous voyons cela avec Iman Moujib et Younes Esriri. Le récit est signé Soel Jalil. À quelques minutes du démarrage de l'examen du bac régional, un protocole sanitaire strict a été mis en place par la tutelle. Objectif, protéger la santé des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs mobilisés pour veiller au bon déroulement de cette épreuve nationale. On a veillé à établir un protocole sanitaire strict au niveau de tous les établissements. Toutes les mesures de distanciation physique, de désinfection et du port de masque ont été respectées, des mesures qui permettent à immuniser nos élèves et nos staffs contre toute contamination. Une journée exceptionnelle tant attendue par les élèves. Après avoir passé leurs examens reportés en raison de la pandémie, certains sont satisfaits alors que d'autres demeurent un peu inquiets. On est content, mais aussi un peu inquiet. Ces examens ont été reportés et cela nous a contrariés pour un certain temps. Mais là, nous passons enfin nos examens et nous restons confiants. On a connu des périodes de grand stress où l'on a cru que nos examens allaient encore être reportés. Mais pour le moment, nous nous donnons à fond pour réussir ces épreuves dans l'espoir d'obtenir de bonnes notes. Pour rappel, l'examen a été organisé en deux pôles distincts, un pôle de littérature et d'enseignement originel et professionnel, prévu les 1er et 2 octobre, avec plus de 105 000 candidats, et un pôle scientifique et technique, prévu du 2 au 3 octobre, avec plus de 215 000 candidats, notant enfin que les élèves n'ayant pas pu assister à l'examen pour une raison de force majeure auront le droit de le passer en session de rattrapage les 22 et 23 octobre. C'est officiel, le président américain Donald Trump a annoncé cette nuit qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Pourtant, selon son agenda officiel, le locataire de la Maison-Blanche devrait quitter Washington ce vendredi en milieu d'après-midi pour participer dans la soirée à un meeting de campagne en Floride. Sa proche conseillère Hope Hicks avait été testée positive avec lui lorsqu'il s'est rendu mardi à Cleveland pour participer au débat face à Joe Biden. Toujours au chapitre du coronavirus, les indicateurs continuent de se dégrader en Europe, notamment en France, où Paris pourrait passer lundi en alerte maximale, et en Espagne, où les autorités ont décidé d'imposer un bouclage de Madrid. D'abord à Paris, selon le ministre français de la Santé, un tel classement supposerait que les habitants réduisent temporairement, mais de façon drastique, leurs interactions sociales. Par exemple, les fêtes de famille et les soirées seront interdites et les bars totalement fermés. En France, où la barre des 32 000 morts a été dépassée ce jeudi. Pour Madrid, c'est déjà fait. Un décret du ministère espagnol de la Santé, publié hier, étend à toute la capitale les mesures déjà en vigueur depuis une semaine. Le décret interdit aux habitants de Madrid d'entrer ou de sortir de la ville, sauf pour aller travailler, se rendre chez le médecin ou emmener les enfants à l'école. C'est une première dans l'histoire politique de la Belgique. Deux belgo-marocaines ont hérité de portefeuilles ministériels de haute importance dans l'actuelle formation menée par le libéral flamand Alexander De Croo. Après un brillant passage au Parlement et à la tête de son parti écolo, la belgo-marocaine Zakia Ratabi a été nommée ministre de l'Environnement et du Climat. La deuxième belgo-marocaine qui fait sa première entrée au gouvernement fédéral est Myriam Kittir, qui hérite du marocain de la coopération au développement et à la politique de la ville. Le gouvernement de Croo qui a prêté serment ce jeudi devant le roi des Belges.
Au Proche-Orient, le Liban et Israël tiendront des pourparlers sous la médiation de l'ONU sur leurs frontières maritimes et terrestres contestées. Annonce faite ce jeudi par le président du Parlement libanais, Nabi Berri. Aucune date n'a été annoncée pour le début des négociations et rien n'est encore très clair quant aux modalités des pourparlers. Complément d'information avec Younes Benzineb. S'achemine-t-on vers un accord historique entre deux pays techniquement en guerre? Le Liban et Israël ont annoncé des pourparlers sur leurs frontières maritimes et terrestres, une annonce faite par le président du Parlement libanais. En ce qui concerne la question des frontières maritimes, des réunions se tiendront de manière continue au siège des Nations Unies à Naqoura. Ces réunions se tiendront sous les auspices du bureau du coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban. Outre le litige maritime qui concerne une zone de 860 km², l'accord prévoit des négociations sur les frontières terrestres liées à la ligne bleue et la signature d'un accord avec la force intérimaire de l'ONU pour le Liban. Selon le secrétaire d'État américain, cet accord est le résultat de près de 3 ans d'efforts diplomatiques intenses de la part de Washington. Les États-Unis ont l'intention de déployer tous les efforts nécessaires pour aider à créer une ambiance positive et constructive entre les deux parties et par conséquent réussir ces pourparlers le plus tôt possible. Si aucune date n'a été annoncée pour le début des négociations ni sur les modalités des pourparlers, Israël a affirmé que les négociations seraient directes et auront lieu après la fête juive de Soukout qui se termine le 10 octobre. Une première depuis 2006, le ministre américain de la Défense Mark Esper est en visite à Alger. Objectif, relancer l'alliance entre les États-Unis et l'Algérie pour faire face au terrorisme dans le Sahel, mais aussi au conflit libyen. Hier, Esper a signé un accord de coopération militaire sur 10 ans avec la Tunisie. Najwa Bécha revient sur les détails de cet accord. Les États-Unis maintiendront des partenariats avec des pays africains partageant les mêmes idées. C'est ce qu'a dit le secrétaire américain à la Défense Mark Esper en visite en Tunisie où il a signé, lors de ce qui est sa première visite sur le continent africain, un accord de coopération militaire sur 10 ans avec la Tunisie, saluant un rapprochement pour faire face à la dégradation de la sécurité en Libye. Les extrémistes violents continuent de constituer une menace, non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour notre patrie. Le partenariat durable des États-Unis avec des pays partageant les mêmes idées, y compris ici en Afrique du Nord, est essentiel pour relever ces défis. Alors que le conflit qui fait rage en Libye voisine a attiré les terroristes et que les puissances mondiales soutiennent les parties rivales, Washington a de plus en plus coopéré avec l'armée tunisienne, notamment dans le cadre d'opérations antiterroristes. Les États-Unis accordent une attention particulière à la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord et considèrent la Tunisie comme un acteur important dans ses relations avec les pays voisins. Plusieurs éléments indiquent que les Américains sont intéressés par le renouvellement des accords de coopération militaire. Nous savons tous que les Américains utilisent des drones en Tunisie afin de surveiller les frontières tuniso-libyennes où les terroristes se regroupent. En 2015, Washington a classé la Tunisie parmi les principaux alliés non membres de l'OTAN, ce qui a permis de renforcer la coopération militaire. Depuis 2011, les États-Unis ont investi plus d'1 milliard de dollars dans l'armée tunisienne. Le secrétaire américain à la Défense a fait ainsi part de la disposition de son pays à contribuer à l'aboutissement d'un règlement pacifique du conflit libyen à même d'instaurer la stabilité dans la région. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez dans quelques minutes Sahel Sissoko pour un tour d'horizon de l'Actu Sport. Sans détour, ce sera aux alentours de 7h25 avec Pierre Broussel. Mais tout de suite après le journal, voyons ensemble ce que nous réserve la météo.